Bonjour, donc là on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir comment fonctionne la table de routage d'un routeur et comment manuellement on peut paramétrer la table de routage de ce routeur. L'objectif donc de ce travail pratique, ça va être de paramétrer la table de routage de chacun des routeurs 1, routeur 2, routeur 3, afin que deux ordinateurs quelconques de ce petit réseau de réseaux puissent communiquer entre eux. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisque en fait les sous-réseaux 1, sous-réseau 2 et sous-réseau 3, quelque part, sont indépendants, puisqu'actuellement ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc je vais vous montrer comment on fait le paramétrage manuel de ce routage dans les tables de routage. Alors le routage manuel, en fait, ça peut avoir des raisons d'être que sur des petits réseaux de réseaux. Par exemple, des réseaux à l'échelle du lycée La Condamine, voire même de réseaux un peu plus grands. D'accord? Mais si vous travaillez avec un réseau de réseaux où il y a une cinquantaine de routeurs, ce qui est assez courant sur Internet, bien là, vous ne pourrez pas faire un paramétrage manuel du routage parce que ça serait beaucoup trop long. Beaucoup trop long de paramétrer chaque table de routage. Et surtout, dès qu'il va y avoir un changement dans votre réseau de réseau, un routeur qui change d'adresse IP pour une de ses interfaces, ou un routeur qui disparaît, ou un routeur qui est ajouté, il faudrait retoucher chaque table de routage. Et donc, bien évidemment, ça, c'est pas viable manuellement. Donc, dans une telle situation où vous avez un réseau de réseaux avec un grand nombre de routeurs, et bien là, il y a des logiciels qui seront installés sur chacun des routeurs et qui feront ce qu'on appelle un routage automatique. Et en gros, le routage automatique, comment ça fonctionne? Eh bien, ces logiciels, ils implémentent des algorithmes mathématiques qui permettent de calculer toutes les meilleures routes possibles et ils mettent ça dans les tables de routage. Et ensuite, chacun des routeurs échange sans arrêt, tous les routeurs de votre réseau de réseau échangent sans arrêt des requêtes, des informations, justement afin de mettre les tables de routage à jour, parce qu'une route entre deux ordinateurs qui était la meilleure il y a 3 jours n'est plus forcément la meilleure 3 jours après. Et bien sûr, ça, ce sont donc des logiciels via des algorithmes mathématiques qui gèrent ce routage automatique. Et je parle bien d'algorithmes mathématiques parce que, en fait, quand vous regardez un réseau de réseaux, c'est modélisable en mathématiques par ce qu'on appelle un graphe. Et il y a toute une théorie sur les graphes qui est très intéressante. Vous en ferez forcément de la théorie des graphes. Ça a beaucoup d'applications en informatique et donc il y a des algorithmes mathématiques qui sont capables de calculer les meilleures routes d'un réseau. Okay, et on va dire qu'il y a deux algorithmes de routage qui sont au programme de terminal NSI. Vous avez l'algorithme RIP, d'accord. RIP, c'est l'acronyme de Route Information Protocol. Alors lui, cet algorithme, il est assez simple. Il considère, par exemple, dans un réseau de réseaux, que le meilleur chemin entre deux réseaux, c'est celui qui emprunte le moins de routeurs. D'accord? Par exemple, il va considérer que pour aller du réseau 1 au réseau 3, il y a deux chemins possibles. Il va calculer tous les chemins possibles. Là, il va calculer qu'il y en a deux. Routeur 1, routeur 2, routeur 3. Ou routeur 1, routeur 3. Et il considérera que routeur 1, routeur 3 est le meilleur chemin. Et c'est celui qui mettra, que ce logiciel paramétrera dans la table de routage des routeurs 1, routeur 3 pour créer une route entre le sous-réseau 1 et le sous-réseau 3. Alors il s'avère qu'en fait cet algorithme, ce n'est pas le meilleur, mais c'est important de vous le montrer en tant qu'élève parce que ça vous explique aussi une histoire d'Internet. C'est un des premiers protocoles de routage qui a été mis en place pour faire fonctionner Internet. D'accord? Et en fait, il n'est pas très efficace parce qu'en fait, il crée beaucoup de trafic réseau au niveau des requêtes pour mettre les tables de routage à jour. Premier point. Et deuxième point, parce qu'il tient compte seulement des sauts de routeurs. Mais il ne tient pas compte de la qualité de la connexion entre deux routeurs. D'accord? Et ça, c'est un défaut de cet algorithme. C'est pour ça qu'on a d'autres algorithmes, comme l'algorithme OSPF, qui maintenant est très implémenté dans les logiciels de routage automatique.
Et lui, si vous voulez, déjà il crée moins de requêtes, il crée moins de trafic réseau parce qu'il crée moins de requêtes. D'accord? Donc il en crée quand même, hein, il crée du trafic réseau, mais moins que le protocole RIP. Et lui, il tient compte, si vous voulez, pour le meilleur chemin, il tient compte des meilleures connectiques possibles. Donc par exemple, si cette connectique-là a un très mauvais débit, et que par exemple de routeur 1 à routeur 2 et de routeur 2 à routeur 3, vous avez des très bonnes connectiques au niveau du débit, eh bien il prendra plutôt le chemin routeur 1, routeur 2, routeur 3 pour faire communiquer au niveau du routage les réseaux 1 et 3. Donc là, nous, on reparlera hein, de ces deux protocoles dans une autre partie du cours, c'est pour ça que je ne m'étends pas trop, d'accord? Mais on va regarder, nous, comment manuellement, par exemple, on peut paramétrer un routage de type RIP, d'accord? Où on considérera que les routes qu'on va mettre dans les tables de routage des routeurs correspondent ou sont basées sur la meilleure route, c'est la route qui emprunte le moins de routeurs. Donc, je vous rappelle que dans ce fichier, tous les adressages IP sont correctement paramétrés. Ce qui veut dire par exemple qu'au niveau des interfaces du routeur 1, les trois interfaces, au niveau de leur adressage IP, sont correctement réalisées. C'est pour ça que si vous regardez la table de routage de votre routeur, dès que vous avez fait l'adressage IP des cartes réseau, des interfaces réseau de votre routeur, vous avez déjà des lignes d'entrée dans la table de routage. Et ça, ce n'est pas vous qui les rentrez. Ça vient juste du paramétrage IP. C'est ce qui va faire, si vous voulez, que l'ordinateur du sous-réseau 1, il peut pinguer la passerelle. C'est ça aussi qui fait, comme vous avez pu voir dans le tutoriel précédent, que l'ordinateur 1, il peut pinguer les deux autres interfaces qui sont sur le routeur. Mais il ne pourra pas pinguer plus loin, en dehors de ce routeur. Il ne pourra pas aller là. D'accord? Ok? Mais ça, ces lignes-là, vous n'avez pas à vous en soucier. D'accord? Quand vous achetez un routeur et que vous paramétrez correctement les interfaces réseau, vous avez ces lignes-là, ces entrées-là qui sont déjà dans la table de routage. C'est pour le fonctionnement de base. D'accord? Donc ce paramétrage par défaut dont vous n'avez pas à vous soucier, c'est ce qui fait que, par exemple, ici, si je fais un trace route 10.0.0.100, qui est une des interfaces réseau du routeur qui a aussi accès directement au réseau de la machine avec lequel je fais le trace route, eh bien, il peut la tracer. Enfin, d'accord, il arrive à me trouver une route. Bien sûr. Par contre, bien sûr, si je fais trace route 190.0.0.10, tout de suite, il va me mettre que c'est pas joignable. D'accord? Alors, il a quand même été jusqu'à la passerelle, hein, 180.0.0.254, mais il dit après, ben non, là, mon routeur, je suis sur le routeur 1 et j'ai aucune information pour pouvoir aller sur le réseau, sur l'adresse IP 190.0.0.10. C'est ce qui fait aussi ce paramétrage par défaut du routeur en fonction du paramétrage IP de vos interfaces réseau, que si vous faites un trace route sur la 10.0.0.101, qui est une des interfaces réseau du routeur 2, d'accord, vous n'allez pas avoir tout à fait le même message, d'accord. En gros, il vous dit voilà, j'essaie d'établir la connexion, je passe par la passerelle, et en fait là, il tourne en boucle sur la 10.0.0.100. C'est-à-dire qu'il a un moyen, avec les paramétrages par défaut du routeur, d'aller sur l'interface 10.0.0.100, mais il ne peut pas aller plus loin. Et puis après, il vous met un message d'erreur. D'accord? Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose, mais ce n'est pas du tout me répéter. Si je fais un ping sur la 190.0.0.10, on sait que ça ne va pas marcher, n'est-ce pas? On sait que ça ne va pas marcher. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que, parce que ça va être important tout à l'heure pour le routage, c'est que les pings, au niveau de ma carte réseau, d'accord, ils sont... alors, excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi, les pings, ils sont bien partis, d'accord, de la 180.0.0, c'est là, pardon,
de la 180.0.0.10, on a bien ici à chaque fois des pings, et puis il n'y a pas le retour, il n'y a pas le pong. D'accord? Et si vous allez regarder sur cette interface réseau-là, il n'y a rien qui arrive. Elle n'a pas reçu les pings, donc elle ne risquait pas d'envoyer un pong. Mais regardez bien ce qu'il y a, là, il n'y a aucun routage qui est paramétré pour l'instant. D'accord? Vous allez voir la différence avec après. Donc justement, moi je vais vous montrer, vous aurez à tout finir, ce sera l'objectif de ce TP, mais je vais vous montrer par exemple comment je paramètre les tables de routage pour aller du sous-réseau 1 au sous-réseau 2 ici. En prenant la route RIP, donc routeur 1, routeur 2, celle qui a le moins de routeurs. Alors pour ça, je vais aller sur mon routeur 1, d'accord, au niveau de la configuration, je vais sur mon routeur 1, je vais sur la table de routage et je fais créer une nouvelle ligne. Elle apparaît ici. Et donc là, c'est moi qui vais rentrer une nouvelle ligne. Et je vais lui rentrer quelle ligne? Je vais lui dire que si tu veux aller sur l'adresse réseau, dès que tu vas recevoir sur n'importe laquelle de tes interfaces réseau un message où la destination c'est une adresse du réseau 190.0 que je lui indique comme ça. C'est une classe B ça, donc 255.255.0.0. Sous-entendu là, et vous voyez que ici je ne mets pas d'interface IP de machine, je mets des interfaces IP seulement réseau. Que je rentre sous la. Alors là, mon réseau c'était 190.0 au niveau de l'IP réseau qui est ici. D'accord? Donc je lui mets 190.0, je complète par des zéros et je mets le masque de sous-réseau. Et là, je lui explique quoi? Je lui ai dit au niveau du routeur 1, si tu reçois une requête pour aller vers une 190.0, d'accord? Il va falloir que tu passes sur la passerelle qui est ici. D'accord? C'est-à-dire il va falloir que tu passes sur la 10.0.0.101. D'accord? Et tu vas y aller via quelle interface du routeur 1? Via l'interface 10.0.0.100. D'accord? OK? Et à partir de là, quand ce routeur-là, il va recevoir un ping, par exemple, pour l'adresse 190.0.0.10, il sait que c'est une sous-réseau 190.0, il va passer sur son interface réseau 10.0.0.100 et il va envoyer directement sur la 10.0.0.0.101. Et là, le routeur 2, il enverra ça sur son interface réseau en 190 qui est directement relié avec le réseau 190. Alors, il faut peut-être que je valide la ligne avec entrée. D'accord? Par contre, je vais relancer la simulation pour qu'il tienne compte de tout. Et là, voyez-vous, je vais refaire un ping ici. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un petit bug des fois là. Bougez pas. En tout cas chez moi. Donc là, une erreur, ça serait de croire que maintenant ce ping il va passer. Ou on aurait peut-être envie de se dire que maintenant ce ping il va passer. Et je vais le lancer, d'accord? Et vous vous apercevez que j'arrive toujours pas à joindre la machine 190.0.0.10. Alors en fait, vous la joignez. Et vous allez tout de suite comprendre ce que je veux vous dire. Je vais regarder le trafic réseau, ici, d'accord? Et encore une fois, je vois ici avec l'horaire, parce que chez moi il est 15h05, les pings, ils sont partis. D'accord? Il n'y a pas de problème, les pings, ils sont partis. Sur la 190.0.0.10. D'accord? Les pings, ils sont partis. Et si je vais regarder ce qui se passe sur la 190.0.0.10, eh bien, les pings, ils sont arrivés. Regardez. Ça a bien joint la 190.0.0.10. Et vous, elle a bien reçu les pings. Et elle a même envoyé les pongs. Elle a reçu les pings, elle a envoyé les pongs. Mais le problème, c'est que les pongs qui sont envoyés par cette machine-là pour répondre aux pings de celle-là, ils ne peuvent pas faire le chemin retour. Ces pongs-là, ils ne peuvent pas faire le chemin retour. Et pourquoi ils ne peuvent pas faire le chemin retour? Parce que ce routeur-là, quand il reçoit le pong de cette machine-là, à destination de la 180.0.0.10, il n'a pas la route. Et donc, il faut absolument aussi paramétrer le routeur 2. D'accord?
Donc ici, je vais passer sur mon routeur 2, sur ma table de routage. D'accord? Je vais faire ajouter une nouvelle ligne. Et là, sur mon routeur 2, je vais mettre que tous les messages à destination des adresses réseau 180.0, enfin 180.0, donc qui sont en sous-masque 200. Enfin en masque de sous-réseau, pardon, 255.0.0, d'accord? Donc tout ce qui va arriver là dans les interfaces et qui sont à destination du 180.0 au niveau IP réseau, c'est-à-dire ce réseau-là, d'accord? Eh bien, tu vas au niveau de l'interface de mon routeur, le routeur 2, tu vas les mettre sur la 10. Sur mon interface réseau 10.0.101, celle-là. Et au niveau passerelle, tu vas me les éjecter vers la 10.0.0.100. Celle-là. Et ensuite, lui, pas de problème, il sait les adresses en 10, d'accord, enfin en 180.0.0, pardon, vous les balancez sur ça, c'est son réseau. D'accord? Alors bien évidemment, maintenant, je vais lancer mon ping. Alors j'ai réactualisé la simulation avec la flèche verte pour que tout soit pris en compte dans toutes les nouvelles entrées dans les tables de routage soient prises en compte. Là, je vais envoyer un ping. Je sais déjà que le ping il va être reçu par la 190.0.0.10, mais la 190.0.0.10, elle va répondre par un pong, et le pong il va passer parce que mon routeur 2, il a été paramétré. D'accord? Et là, il n'y a pas de problème, ça passe. Et d'ailleurs, si je veux voir, bon, les pings, ils seront partis d'ici. Pardon, ici, si je vais voir justement ici, d'accord, et bien là, j'ai bien reçu mes ping-pong, 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 d'accord. Ma route, elle est faite entre mon réseau 1 et mon réseau 3. Et d'ailleurs, je peux aussi faire, si vous voulez, maintenant, ma trace route. Alors le 190.0.0.10, là, il n'y a pas de problème, il va trouver une route. Il passe par la passerelle 180.0.0.254. Il passe sur l'interface 10.0.0.101 du routeur 2 et il va taper la 192.0.0.10. Vous remarquez pour moi une légère erreur dans Filius, c'est là il considère qu'il y a 3 sauts. C'est-à-dire qu'en fait, il considère qu'il passe par 3 IP. Mais en fait, on considérera qu'en saut, il n'y en a que 2, parce qu'il passe que par 2 routeurs. Le routeur 1 et le routeur 2. D'accord? Voilà. Donc maintenant, vous, ce que vous avez à faire, d'accord, je vous l'explique tout de suite. Donc là, ce que je vous demande comme travail à rendre, c'est d'appliquer ce que je viens de vous montrer et de faire le paramétrage intégral manuel de ce petit réseau de réseau en manuellement simulant donc le protocole RIP, c'est-à-dire à chaque fois en prenant le chemin qui emprunte le moins de routeurs. D'accord? Et moi, vous allez devoir me remettre votre fichier. Et comment je vais vérifier que le TP il est correctement fait? Je vais faire des pings du réseau 1 vers le réseau 2, du réseau 1 vers le réseau 3, du réseau 3 vers le réseau 2. Je vais voir si déjà ça marche. Et je vais faire des traces routes d'une IP du réseau 1 vers le réseau 2. Voir si ça prend bien routeur 1, routeur 2. Pareil pour le réseau 2 au réseau 1, oui, et voir si ça prend bien les routes avec les plus courts routeurs. Voilà. À vous de jouer.